Cette semaine, nous vous proposons un voyage dans les entrailles de Paris. Sous les pieds des Parisiens se cache une véritable ville dans la ville, un mystérieux Paris souterrain. Plus de 200 km de tunnels de métro, 300 km de galeries, des parkings, des égouts et d'anciennes carrières qui ont servi à construire le Paris d'aujourd'hui. Visite guidée avec Damien Coquet. Bienvenue, cette semaine nous vous proposons une émission particulière, une visite de Paris sous terre. Sous les pieds des Parisiens existe une véritable ville dans la ville, un mystérieux Paris souterrain. Plus de 200 km de tunnels de métro, 300 km de galeries, des parkings, des égouts ou encore d'anciennes carrières qui ont servi à construire le Paris d'aujourd'hui. Et parmi ces nombreuses galeries, il y a celle que l'on appelle les catacombes. C'est là où nous nous trouvons, où reposent ces millions d'ossements sous terre dans Paris. À mes côtés, pour nous éclairer, Sylvie Robin, conservatrice de ces catacombes. Merci de nous accueillir ici. Quel est ce lieu et pourquoi est-ce qu'on est entouré de ces millions d'ossements ? Alors nous sommes dans un ossuaire municipal qui a été créé à la fin du XVIIIe siècle pour accueillir les ossements de tous les cimetières du centre de Paris. C'est d'abord une mesure de salubrité. En fait. Au départ, il y a des problèmes d'hygiène dans le très grand cimetière des Innocents qui est depuis le Moyen-Âge le plus grand cimetière de Paris puisqu'il draine toutes les paroisses environnantes. Et on va transvaser tous ces ossements ici. Voilà, et on va transvaser tous les ossements de manière un peu brutale, hein, il faut le dire aussi. Et on va les amonceler ici dans une carrière abandonnée qui a beaucoup d'avantages parce qu'elle est en dehors de Paris. C'est un endroit qui n'est pas cher, qui est déjà creusé, qui est humide. Donc tout ce qu'il faut pour conserver ces ossements. C'est donc une mesure de salubrité publique d'abord, mais ça va changer ensuite. Ça va devenir une sorte d'attraction dans Paris. Oui, alors dès le début, à l'époque de la Révolution, il y a des tas de personnes qui veulent visiter l'endroit où il y a tellement d'ossements. Donc on organise des visites un peu secrètes, un peu sous le manteau, réservées aux initiés. Et devant ce succès, en fait, on va transformer l'endroit en un véritable musée, en une promenade souterraine. Alors à toute époque, il y a toujours eu du passage dans les catacombes et dans les galeries de Paris. C'était notamment un lieu de trafic. Oui, on sait qu'il y a eu, à la fin du Moyen-Âge, des contrebandiers qui évitaient les maisons de douane en passant par les carrières. Et pour faire peur aux Parisiens et aux policiers, ils ont créé toute une mythologie de monstres verts qui hantaient les carrières. Combien est-ce qu'il y a de galeries ? Parce que les catacombes, c'est qu'une partie de toutes les galeries qui se trouvent sous Paris. Alors on estime que la surface du Paris qu'on appelle sous-miné, c'est-à-dire souterrain, est de 800 hectares. Donc c'est très important et on a à partir du XVIIIe siècle des problèmes d'effondrement, des problèmes de sécurité. Donc d'abord on va interdire d'extraire de la pierre sous Paris et après par décision royale on va créer l'inspection générale des carrières qui depuis le XVIIIe siècle assure la sécurité de tout ce qui est souterrain. Donc c'est une surveillance des fissures, des piliers et de la sécurité des souterrains de Paris. Et aujourd'hui, il n'y a plus de risque d'effondrement, ça ne va pas nous tomber sous la tête ou s'effondrer sous les pieds des Parisiens. Solide. La pierre, c'est de la pierre du Lutétien, c'est une pierre qui est très solide et tout ce qui est un peu, vous voyez là, une fissure qui a été bouchée, tout est surveillé par l'IGC, donc normalement il ne peut rien se passer. Les sous-sols de Paris ne sont pas faits que de galeries, c'est aussi une histoire d'eau. Il y a notamment des rivières souterraines, des lacs artificiels, des aqueducs pour alimenter la capitale en eau et également des égouts pour évacuer les eaux usées. Florence Gaillard et Aurore Dupuis nous emmènent à la source de Rungis à l'Opéra en passant par les réservoirs de Paris. Une petite bâtisse qui cache un secret immense. Super. Ce regard, c'est son nom, donne accès à l'aqueduc Médicis. Il y a 400 ans, Louis XIII pose la première pierre du conduit qui doit approvisionner en eau la rive gauche de Paris. Marie de Médicis, sa mère, vient de faire construire le palais du Luxembourg et son jardin, qu'elle veut agrémenter de fontaines. Voilà, nous sommes actuellement dans le carré des eaux.
ce carré permettait de capter les sources qui devaient soudre dans l'aqueduc. Et à chaque fois, sur le côté, vous avez des petits passages qui permettent à l'eau de pénétrer dans cet aqueduc. Au IIe siècle déjà, les Romains avaient trouvé la source et construit un premier tunnel qui partait de Rungis. Suivant presque le même tracé, l'aqueduc Médicis fait 13 km et traverse 7 communes. C'est à Arcueil, dans la vallée de la Bièvre, qu'il se révèle, porté par un pont. Alors ici, on ne voit pas seulement un aqueduc, on en voit plusieurs. On en voit 3. On voit l'aqueduc gallo-romain, on voit l'aqueduc Médicis en pierre de taille, et on voit au-dessus, hardiment posé par Belgrand, l'aqueduc de la Vanne, qui mène toujours l'eau potable à Paris. Eugène Belgrand, c'est l'ingénieur chargé d'apporter l'eau au Paris impérial, qui en 1860 compte 2 millions d'habitants. Pour remplir sa mission, il détourne plusieurs rivières et construit de grands réservoirs d'eau, comme celui de Montsouris. Pour les eaux usées, l'ingénieur conçoit un long réseau de canaux comme une ville sous la ville. Ce sont les fameux égouts de Paris. Mais sous Napoléon III, l'eau surgit aussi là où on ne l'attend pas. Quand les fondations de l'opéra sont creusées, elle touche la nappe phréatique qui jaillit à flot. Pour la recueillir, l'architecte Garnier se voit contraint de fabriquer une cuve en béton. Cuve qu'il va finalement utiliser pour équilibrer l'édifice. Charles Garnier a lesté la cage de Seine, le bâtiment central, avec un cuvelage, comme on leste un bateau, comme on quille un bateau en fait, de façon à pouvoir stabiliser les 3 bâtiments l'un par rapport à l'autre. Ce lac artificiel est à l'origine de bien des mythes, comme le fantôme de l'opéra. Mais d'après les pompiers qui y plongent chaque mois pour s'entraîner, aucun artiste maudit n'a pour l'instant été repêché. Il est des sous-sols fréquentés tous les jours par les Parisiens, les couloirs et les tunnels du métro et du RER. Nous sommes ici en plein quartier Saint-Germain, en plein cœur de Paris, à la station Odéon. Elle voit défiler chaque année plus de 6 millions de voyageurs et ce depuis plus d'un siècle maintenant. Avant le boulot, avant le dodo, c'est le métro, le quotidien du Paris souterrain et cela dure depuis 1900. Au début du XXe siècle, le pas des chevaux résonne encore sur le pavé parisien. Quelques mètres sous terre, s'opère une petite révolution. Le cœur du métro se met à battre. Pour les Parisiens toujours pressés, c'est un bond en avant. Avant le métro, Paris était desservi par des omnibus ou des tramways qui étaient tirés par des chevaux, qui étaient déjà englués dans des embouteillages. Et donc les Parisiens ont pu traverser Paris en une demi-heure. Alors qu'avec les omnibus à chevaux, il fallait au moins le triple. Le succès est immédiat. 4 millions de voyageurs se pressent dans les wagons de bois du métro. L'année suivante, ils sont 55 millions. La ligne 2, puis la ligne 3, voient rapidement le jour. En 1900, les ingénieurs, les planificateurs avaient vu très très grand, puisque les stations sont les mêmes, que le carrelage est resté le même. Les Parisiens peuvent donc désormais parcourir la capitale d'est en ouest. Le prochain défi est de mettre en place un nouveau cap, du nord au sud, et de faire passer le métro sous la Seine. Les travaux sont mis en route en 1905. Ce chantier est d'une ampleur inconnue jusque-là. Je dirais même que c'est une première mondiale que d'oser construire un métro sous un fleuve. Vous voyez, même au Royaume-Uni, on n'avait pas encore tenté sous la Tamise. Alors, le problème est que le sol est extrêmement boueux et qu'on ne peut pas creuser, tout s'effondre tout de suite. Donc, en un premier temps, on gèle le sol, voire le creuser, et en un deuxième temps, on construit les stations, et on laisse la station descendre par son propre poids au fur et à mesure que le sol se réchauffe et se transforme en boue. Le tout Paris se mélange dans le métro. L'élite, séduite par la nouveauté, et la classe moyenne soulagée d'arriver plus vite au travail. Le métro parisien va continuer de s'étendre, de se moderniser, d'une année à l'autre, d'un siècle à l'autre. Les poinçonneurs cèdent progressivement leur place au tourniquet automatique, et dans certaines rames, les conducteurs vont tout simplement disparaître. Aujourd'hui, le réseau du métro est long de près de 220 km, et avec le projet du Grand Paris, il devrait bientôt prendre encore un nouvel essai.
Voilà pour le passé et le quotidien des sous-sols de la capitale. Mais vous allez voir que ce Paris souterrain a peut-être également de l'avenir. Il reste encore de la place et certains promoteurs immobiliers veulent y croire et misent sur ces espaces. C'est le cas dans le quartier d'affaires de la Défense, à côté de Paris. Vous allez voir que des dizaines de kilomètres de galeries sont toujours disponibles. Des kilomètres de galeries, pas âme qui vive, sur 45 000 mètres carrés. Une ville fantôme sous le plus grand quartier d'affaires d'Europe, la Défense. Et un projet qui à première vue semble fou, en faire une zone de commerce, de détente, faire rentrer la vie sous les tours. Pour l'instant, pour y accéder, il faut connaître ces chemins secrets. 12 kilomètres de couloirs abandonnés sous 5 niveaux de parking. Et au bout... Où est-ce qu'on arrive ici? Alors ici, on arrive à la cathédrale engloutie. C'est un immense volume qui fait plus de 12 mètres de hauteur et qui est un volume qui avait été, à l'époque de la construction de la Défense, prévu, réservé pour éventuellement y faire passer les transports en commun. Nous avons imaginé pour vous à quoi pourraient ressembler ces sous-sols aménagés. La cathédrale, pourquoi pas une boîte de nuit géante? La salle des bassins, idéale pour une plantation de fraises hors sol. Mais qu'en pensent les premiers concernés, ceux qui travaillent ici? S'il pouvait y avoir des choses un peu sympas, on pourrait se retrouver après le travail, ce serait quand même une très bonne idée. Vivre sous la ville, pour cet architecte, c'est le seul espace nouveau à conquérir. Si on veut limiter l'étalement urbain, il faut trouver de nouveaux espaces pour réorganiser la ville. Et on a sous les pieds quelque chose qui en fait est une réserve d'espace extraordinaire. À l'étranger, certaines villes ont déjà creusé la voie, comme Montréal et ses 33 kilomètres de tunnels construits dès les années 60. Le sous-sol de la Défense, lui, accueillera ses premiers locataires dès l'année prochaine. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.